Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. L'Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat historique en matière de santé numérique. En juin 2023, l'OMS adoptera le certificat Covid numérique de l'Union européenne afin de mettre en place un système qui facilitera la mobilité à l'échelle mondiale et protégera les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies. Il s'agit du premier élément du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS qui mettra au point une large gamme de produits numériques pour améliorer la santé de tous. Voilà les premières lignes d'un communiqué de presse de l'OMS daté du 5 juin dernier qui peut légitimement faire froid dans le dos puisqu'il reviendrait tout simplement à étendre à l'échelle mondiale cette politique de restriction inouïe des libertés que nous avons presque déjà oubliée. Cette décision pose d'autant plus question qu'elle intervient dans un contexte de bilan juridique de la période Covid et qu'il y a eu durant cette période des violations manifestes du droit. Alors pour parler de ces sujets ô combien importants, nous sommes ce matin avec deux juristes justement. Le premier d'entre eux c'est Marc Gauthier. Bonjour Marc Gauthier. Bonjour, merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes juriste, vous avez exercé 12 ans en cabinet d'avocats généralistes et vous êtes conférencier et membre du collectif Les 300. Membre du collectif Les 300, c'est également le cas de Maître Maud Marian. Bonjour Maître. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. C'est également un plaisir. Vous êtes aussi, je vous rappelle, avocate en droit des affaires internationales et droit pénal des affaires. Et vous avez proposé de défendre bénévolement les soignants non vaccinés pendant la période du Covid. Alors, je voulais quand même revenir avec vous. Donc, je vous invitais ce matin aussi pour parler de ces violations du droit qui ont eu lieu pendant cette période de restriction sanitaire. Marc Gauthier, c'est vous qui m'avez alerté sur le sujet. Alors, comment est-ce qu'on peut dire objectivement, en tout cas, je vous laisse évidemment responsable de vos propos, que le droit a été violé pendant ces périodes de Covid, notamment en matière de droit des vaccins. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun doute possible quand on fait un bilan global de tout ce qui s'est passé, en ayant une observation calme et structurée du début de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous voulez, le contexte actuel avec l'OMS, y compris le dernier accord en date avec l'Union européenne pour effectivement faire une sorte de passe sanitaire ou vaccinal mondial, arrive au bout d'un processus où normalement on n'aurait pas dû aller aussi vite du tout, puisqu'il faut déjà tirer un bilan et voir s'il y a des responsabilités sur tout ce qui s'est déjà passé jusqu'à aujourd'hui. Alors là, la dynamique dans laquelle ils sont, c'est on lâche les chevaux, on va à fond. Une fuite en avant. Une fuite en avant. Donc là, il faut, nous, les juristes et les avocats, mais aussi les docteurs, les professeurs de droit, disent, attendez, stop, on arrête. On arrête parce qu'il s'est passé des choses extrêmement graves. Il faut tout de suite identifier les responsabilités. D'accord, alors quelles sont ces violations de droit qui ont pu avoir lieu et qui doivent poser question avant d'entamer des mesures nécessaires pour éventuellement mettre ce pass sanitaire mondial ? Bon, il y a, bien sûr, vous imaginez que sur 3 ans, on a des problèmes en fait assez vastes et variés. Donc là, ici, en quelques minutes avec vous, sur votre invitation, dont on vous remercie, on va pouvoir aborder que quelque chose un petit peu poignant. Bien sûr. La première des choses qu'on peut dire, c'est que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a été totalement violée. Totalement. Vous avez un arrêt qui s'appelle l'arrêt Vavrika du 8 avril 2021, qui a été rendu donc par la Cour européenne des droits de l'homme et qui impose aux pays occidentaux qui ont signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de respecter tout un tas de conditions pour pouvoir rendre une vaccination obligatoire sur la population, que ce soit toute la population ou une partie de la population. Il y a 6 critères. On n'en a aucun. Ou en étant très gentil, on en a 1 ou 2. Il faut les 6. Donc déjà, normalement, on devrait avoir une condamnation de tous les pays de l'Union européenne qui ont imposé des obligations légales de vaccination, donc par la loi, sur une partie de la population. En France, ça a été les soignants, les pompiers, les militaires et autres. Donc ça, déjà, on devrait être condamné. Si on suit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la France, ainsi que tous les autres pays de l'Union européenne qui ont fait des obligations légales de vaccination, devraient déjà être condamnés. Donc là, on attend, on a saisi la CEDH, on attend que, bien sûr, le temps de la justice est un peu long, on attend que les juges instruisent le dossier, et puis déterminent les responsabilités qui, pour nous, ne font aucun doute. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, ça a été quelque chose d'assez important aussi, c'est qu'on n'a pas respecté le caractère expérimental des produits. Vous savez bien, n'en déplaise à M. Olivier Véran qui avait dit que les essais cliniques étaient terminés. Non lui en déplaise. C'est pas parce que vous avez des premières données d'essais cliniques de phase 3 qui arrivent à être publiées que les essais cliniques en question sont terminés. Donc le produit expérimental ne fait aucun doute, même quand vous avez des autorisations de mise sur le marché conditionnelles,
le caractère expérimental n'est pas retiré au produit. C'est d'ailleurs dit expressément et texto dans des directives de l'Union européenne. Et même si vous ne voulez pas prendre en compte certaines directives, l'esprit des traités protecteurs des droits de l'homme, donc dans l'ordre international que la France a ratifié, si vous faites ça, est violé. Donc là, par contre, les conséquences sont gravissimes, puisque mathématiquement, quasiment, vous êtes dans un crime contre l'humanité. Alors attention, il faut quand même rester, en tout cas, dans mesurer, ou pas mesurer, en tout cas dans le droit, et évidemment, vous portez la responsabilité de vos propos, mais si vous les assumez, très bien. Et d'ailleurs, pour ce qui est du caractère expérimental des vaccins, on avait reçu sur la question Madame Christine Coton, qui a écrit un livre récemment paru aux éditions Très Daniel, sur lequel on revient longuement. Maître Maud Marian, est-ce que vous rejoignez votre confrère Margotti sur cette question de la violation des traités qui a eu lieu pendant la période sanitaire? Ah oui, complètement, mais je pense on peut même étendre, en fait. Je pense qu'il y a un mouvement qui s'est amorcé il y a quand même maintenant, je dirais bien 20 ans, de mettre de l'urgence un peu partout, de l'urgence pour des raisons terroristes, de l'urgence pour des raisons sanitaires, et vous voyez bien que les lois d'urgence, les lois d'exception qui ont été votées sont de plus en plus restreintes les libertés. Tout ça s'est passé, je dirais, relativement tranquillement, même si quelques-uns ont déféré au Conseil constitutionnel ou se sont plaints de telle ou telle disposition. Et là, on arrive post-crise sanitaire dans une situation où non seulement le bilan juridique n'est pas tiré, mais moi j'allais dire même les bilans autres, parce qu'on n'a pas tiré le bilan sociologique, on n'a pas tiré le bilan, par exemple, en matière de santé mentale. On voit bien que il y a beaucoup de choses qui doivent être examinées, comment les gens ont réagi à toutes les mesures qui ont été prises. Le bilan économique, le bilan social, et on voit que dans quand même beaucoup de pays, il y a des enquêtes parlementaires notamment qui sont en cours, je pense à l'Angleterre par exemple, ou des affaires qui émergent via les médias sur la manière dont telle ou telle mesure a été prise, donc qui génèrent des enquêtes et autres, et on va là, je dirais précipitamment, mettre en place 3 instruments, parce que en fait, on focalise sur le certificat digital, et on a bien raison. Mais il faut savoir que la précipitation de ce point de vue s'explique très simplement. Les certificats européens allaient expirer le 30 juin 2023. Il faut savoir que le texte qui les met en place, donc le certificat Covid, expirait le 30 juin 2023. Donc la Commission européenne s'est empressée d'aller voir l'OMS en disant nous, notre système est obsolète à partir de fin juin. Prenez le système en route, d'abord parce qu'il est efficace, et deuxièmement parce qu'on a besoin qu'il continue à exister. Et puis les choses se passent comme ça, bien tranquillement, en dehors des élus, en dehors des chefs d'État, des parlements. Il faut rappeler que Michel Rivasi, donc l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, qui est très actif sur le sujet, avait bien répété en début juin que cette décision, cet accord qui a été signé entre l'OMS et l'Union européenne, l'a été fait sans aucune concertation avec le Parlement européen, donc avec les eurodéputés. Et en fait, ça, c'est un mouvement qu'on peut observer avec d'autres instruments internationaux, et même en interne, en France, on voit bien que de plus en plus, les lois sont proposées par le gouvernement. Et ensuite, dans ces lois, il y a très peu d'éléments, et c'est toujours le gouvernement qui, par des décrets, va régir et réglementer les choses. Pour l'OMS, c'est la même chose. Vous avez le règlement sanitaire international qui a été mis en place à partir des années 50, enfin en 1951. Par ce règlement, déjà, vous avez tout un panel de dispositions qui sont données aux technocrates, aux non-élus de l'OMS, c'est-à-dire toute une partie de la gestion de la santé mondiale, et comme ça distribuée tranquillement à des technocrates non-élus, etc. Après, vous avez le traité pandémie dont on parle très peu en France. Enfin, on a quelques entrefilets au mois de mai dans certains journaux, mais ça fait quand même depuis mai l'année dernière que ce traité est en négociation. Ce traité a pour objectif aussi de complètement faire focaliser l'OMS sur les pandémies, mettre en place un système de laboratoires mondial qui vont être en réseau, mais qui vont évidemment être gérés par l'industrie pharmaceutique. On est complètement focalisé sur la partie vaccin
et non pas sur autre chose, parce que la santé au niveau de l'OMS, c'est quand même quelque chose de très large. Bien sûr, on pourra y revenir aussi sur cette obsession du vaccin, là où on pourrait aussi parler des traitements plus conventionnels, Et puis, oui, et puis j'allais vous dire, même la santé mondiale, c'est pas juste les médicaments et les vaccins. Oui, c'est l'alimentation. Plus que ça. C'est l'alimentation, c'est les établissements, c'est la sécurité sociale. Enfin, on voit bien l'état de certains pays. On se dit pourquoi on focalise comme ça sur les vaccins et sur les traitements, donc encore une fois sur l'industrie pharmaceutique, alors qu'il y a des problèmes de santé, j'allais pas dire forcément plus graves, mais en tout cas premiers à régler dans d'autres pays, enfin dans certains pays. Donc on voit bien qu'il y a une tendance comme ça à se focaliser sur toute la partie, on va dire, rentable de la santé. Et puis vous avez donc le certificat digital qui arrive. Donc on a ces 3 instruments, sachant que le règlement sanitaire international a été modifié il y a donc 12 mois. Et quand il est modifié, en fait, les États ont 18 mois pour dénoncer les modifications. Enfin, c'est absurde, hein. Et quand je dis les États, c'est le chef de l'État. C'est-à-dire que il y a que Macron qui, en France, peut dire à l'OMS, je ne veux pas de vos changements dans le RSI. Sauf que c'est lui, via l'Union européenne et accompagné des États-Unis et de l'Angleterre, qui est allé demander les amendements. Et les amendements, c'est quoi? C'est de réduire notamment le temps d'opposition aux amendements. C'est-à-dire que du coup, ils ont mis en place une procédure d'urgence. Tout va être ramené dans des délais très courts. Et encore une fois, on court-circuite complètement les parlements, on court-circuite complètement le peuple. Et c'est très grave. Mais Emmanuel Macron est un président qui a été élu légitimement avec une couverture médiatique objective et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, la question, c'est de savoir si on l'a élu notamment sur ça. Par exemple, moi, je veux bien. On parle d'une élection. Il nous a pas parlé du règlement sanitaire international. Il nous a pas. Vous ne trouverez dans aucun journal nulle part des informations sur ce texte qui nous concerne tous au premier plan, parce que à partir de ce règlement, les technocrates vont mettre en place des protocoles et les protocoles vont nous être applicables en direct. Donc, il faut être conscient que là, on a vraiment un problème d'information, un problème de culture générale, mais on peut pas tout savoir. Et puis, on a un problème qui est là aussi, on le trouve au niveau de l'Union européenne, on le trouve au niveau de l'OMS, mais on le trouve à peu près partout. C'est que de plus en plus, les parlements dans le monde entier sont court-circuités au profit de l'exécutif, mais aussi très souvent de l'administration. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve à avoir des lois qui s'appliquent à nous au quotidien. C'est très grave, c'est des lois du quotidien sur des comportements qu'on doit avoir en matière de santé. Bon, là, on parle du vaccin, mais imaginez qu'avec le certificat Covid, en fait, on va pouvoir mettre, le certificat de santé digitale, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Et à partir de là, ça nous échappe totalement. Et en plus, on n'est même pas au courant. On est au courant que le jour où on nous dit « Ah non, vous pouvez pas passer une frontière parce qu'il vous manque ce document ». Donc, et il faut savoir, parce que là aussi, c'est totalement inconnu, c'est que le règlement sanitaire est en cours d'amendement encore, parce qu'en fait, on dirait qu'ils ont que ça à faire, les technocrates de l'OMS, parce que sachez quand même que les propositions de changement viennent même pas des gouvernements, ça vient des délégations sur place. Et ces gens-là, par exemple, vous avez l'Inde qui a demandé qu'on enlève l'article 2 du RSI qui dit que en fait toutes les mesures prises en matière de santé doivent respecter la dignité et les droits fondamentaux de l'individu. L'Inde ne veut plus entendre parler de ça. La Malaisie veut plus que les recommandations soient non obligatoires. Donc, vous voyez, tous les États, il y a 3000 pages. Voilà, il y a 3000 pages illisibles. De trucs comme ça dans tous les sens qui sont extrêmement inquiétants. Sur lesquels on va pouvoir revenir. On reviendra évidemment avec Margotti sur les violations du droit qui ont eu lieu et donc ce bilan juridique à faire pour la crise sanitaire. Mais tout de suite, il est 8h pile sur Ligne Droite et il faut faire un point d'information avec Adèle Rosner. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Nous sommes toujours avec Marc Gotti, juriste 12 ans, qui a exercé 12 ans en cabinet d'avocat généraliste et membre de ce collectif Les 300. Et puis nous sommes avec Maître Maud Marian, avocate en droit des affaires internationales, en droit pénal des affaires, qui a défendu bénévolement pendant la crise du Covid les soignants non vaccinés et qui est également membre de ce collectif Les 300 qui alerte donc sur les violations du droit. Alors on va évidemment revenir sur tous les thèmes qui ont été brossés par Maud Marian sur les problématiques que soulève ce pass sanitaire mondial, mais je voulais d'abord avant
parler avec Margotti donc, de ces violations de droit, donc, parce que vous avez commencé à évoquer ces violations manifestes du droit pendant cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des procédures qui sont lancées en France ? Où en sont-elles finalement ? Oui, alors on a des procédures qui ont été lancées en France. On a déjà eu des premières décisions, je crois, si ma mémoire est bonne, dès l'année 2021 par certains conseils de prud'homme qui, comme je vous le disais au début de cette émission, rappellent le caractère expérimental de ces produits. Donc on a des jugements qui vont acter la chose, qui se sont... on n'est pas dans le domaine du complotisme, là on est vraiment dans... Voilà. Absolument, on n'est pas du tout dans le domaine du complotisme, c'est un mot d'ailleurs qui me fait sourire, parce qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut l'apprécier ce terme. En tout cas, non, quand on fait du droit, qu'on est sérieux et qu'on ne fait pas de politique, et qu'on n'a pas de parti pris, et qu'on est objectif, scientifique, on regarde clairement quels sont les éléments qu'on a au niveau sciences juridiques. Parce que le droit, je rappelle aux gens qui sont un peu profanes de la chose, est une science. Donc elle a une logique hypothético-déductive, elle a une rationalité scientifique et logique qu'il faut suivre. Et quand on la suit, c'est pour ça que vous avez certains magistrats qui, en la suivant de façon, on va dire, scrupuleuse, ont dit que oui, les produits sont des produits expérimentaux et donc en tant que tels, on ne peut pas faire des obligations légales de vaccination avec ce genre de produits, que ce soit des médicaments, des vaccins ou autres. Par exemple, au niveau international, et Maud Marian sait quelque chose, quand vous saisissez la CEDH, vous la saisissez aussi avec des arguments normalement qui font autorité auprès d'elle, à savoir sa propre jurisprudence. Et en plus, une jurisprudence qui n'est pas vieille, puisqu'elle date d'avril 2021. Donc on avait déjà commencé l'histoire du Covid. Et par exemple, si je vous fais une énumération assez rapide, parce que bien sûr, avec le temps d'antenne qu'on a, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais vous avez les 6 critères que je vous évoquais tout à l'heure, c'est quoi ? C'est par exemple la sanction du refus du vaccin ne doit pas être disproportionnée. Or, bien sûr qu'elle l'est disproportionnée, la sanction du refus du vaccin. Parce que quand vous avez une suspension indéfinie du contrat de travail, qui est directement mis dans la loi, quand vous avez une suppression du salaire qui va avec, pas le droit à l'assurance chômage, parce que vous n'êtes pas licencié, pas le droit au RSA, pas le droit au début aussi aux indemnités d'arrêt maladie. Où là, certains juges ont dit, attendez, on va quand même leur mettre les arrêts maladie, on va dire en effectivité, puisqu'en plus, la plupart des gens avaient été en arrêt maladie avant l'obligation stricte vaccinale. Donc voilà, certains juges ont dit, attendez, c'est quand même un petit peu fort de café, donc on va y aller un peu moins fort. Mais quand vous avez ce genre de situation qui en fait... On a le droit de refaire des formations aussi pour se réorienter, puisqu'on n'est toujours pas licencié. Donc, Voilà, en plus. Mais vous avez en fait, au niveau social, j'insiste, vous avez comme un assassinat social, parce que vous avez le flingue sur la tempe. Parce que quand vous avez perdu tous vos moyens de subsistance, à moins de dépenser toutes vos économies ou vendre votre maison, je ne vois pas comment vous pouvez faire pendant 2 ans, quasiment, vous n'avez plus de salaire. Oui, avec des enfants en bas âge, la plupart du temps, etc. Donc ça, c'est le premier critère. Vous avez d'autres critères, comme par exemple, les cas graves de réaction au vaccin doivent être rares. Or, on sait par la NSM, Eudravigilance et aussi au niveau de l'OMS, que les cas de réaction au vaccin ne sont pas rares. Ils sont même les plus importants de toute l'histoire. Et en plus, là, vous avez une pharmacovigilance, donc passive, à savoir sur déclaration volontaire des personnes. Ou dans la plupart des cas, en plus, ils ont été un petit peu dissuadés de les faire, parce que la plupart du temps, ça commençait par des réactions légères au vaccin. Mais vous avez des cas graves après qui arrivent derrière, parfois, même quand ça commence de façon légère. Et quand vous faites en fait une analyse factuelle de ce que l'on sait en pharmacovigilance, en fait, on sait que ça représente à peu près que 10% en gros des cas réels. Donc quand vous avez des chiffres à la NSM, à l'OMS, à Eudravigilance ou le site même Bayers aux États-Unis, vous multipliez à minima par 10. Et là, vous aurez tous les cas de réaction au vaccin. Et dans cette multiplication par 10, vous prenez un quart qui sont graves. Et donc, on a fait un petit calcul très rapide, très simple. Vous prenez les chiffres de l'OMS, et là, avec les 5 millions et quelques qu'on a dépassés, vous faites x10. Vous êtes donc à peu près déjà à 50 millions d'effets secondaires, tout compris. Et quand vous voulez savoir les graves, vous faites 25% de ça, qui correspond à peu près à 17-18 millions d'effets secondaires graves planétaires, sur tous les pays du monde qui ont été vaccinés. Donc vous voyez un petit peu que les cas justement de réaction au vaccin ne sont pas rares. Donc déjà, vous n'êtes pas non plus dans ce critère de la CEDH. Et ensuite, vous en avez encore 4 des critères qu'il faut respecter pour pouvoir rendre une vaccination obligatoire. Donc je passerai rapidement là-dessus. C'est le choix du vaccin ne doit pas être limitatif. Or, au début, quand ça a été rendu obligatoire, il n'y en avait que 4. Dont 2 qui avaient une technologie nouvelle pour ce genre de virus et ce genre de vaccination. Voilà. L'objection de conscience doit être reconnue quand vous refusez le vaccin. L'objection de conscience, entre guillemets, tout le monde s'en foutait. Vos désidérata personnels, ça comptait pas. Et il doit exister un consensus général sur l'efficacité des vaccins. Le consensus général sur l'efficacité des vaccins, vous savez, c'est toutes les questions, combien de temps on est protégé, combien de doses il faut, est-ce que quand on a la vaccination, est-ce qu'on peut se faire contaminer et est-ce qu'on peut transmettre ? Ce qui était l'argument fondamental pour rendre quasiment obligatoire ces vaccins. Voilà, et puis vous savez, les slogans, tous vaccinés, tous protégés, alors qu'on a appris au sein de l'Union européenne que les représentants de Pfizer n'avaient même pas testé la transmission.
Ce qui était d'ailleurs usuel dans ce genre d'essais cliniques. Mais ça n'a pas empêché les gouvernements du monde entier de faire leur communication, leur belle petite com par rapport à ça. Vous avez aussi un autre critère qui est la contre-indication aux vaccinations doivent être appréciées au cas par cas, et ça c'est pareil. On a eu des très gros problèmes pour faire reconnaître les contre-indications à la vaccination au cas par cas. On avait des formulaires CERFA qui étaient en fait exhaustifs dans la façon dont on comprenait les choses. Les CPAM, les caisses d'assurance maladie et les autres organismes refusaient d'accepter les contre-indications personnelles lorsque les contre-indications n'étaient pas directement indiquées dans le décret. Et en fait, on a dû attendre 2022 que le Conseil d'État admette à demi-mot qu'en fait, ce n'était pas limitatif, les cas de contre-indication. Donc, grosso modo, et j'en oublie un, je crois, non, ça va, je les ai tous dit, mais grosso modo, sur les 6 critères, voilà, en étant très gentil, on en a 2. Or, il faut les 6 cumulatifs. Donc, la France, théoriquement et mathématiquement, doit être condamnée. Tous les pays de l'Union européenne qui ont fait ça doivent être condamnés. Que ça plaise ou que ça plaise pas, là on fait du droit, c'est pas une opinion personnelle des uns ou des autres. Et donc ça c'est uniquement sur l'aspect CEDH. Donc après on va pouvoir parler un petit peu, mais je veux pas être trop long sur l'aspect caractère expérimental. Donc là vous avez saisi la CEDH sur cet arrêt-là, enfin sur cette jurisprudence ? Oui, notamment. Il n'y a pas eu que cette saisine de la CEDH, il y a eu d'autres arguments juridiques qui ont été faits par d'autres avocats sur un autre angle, mais on a aussi saisi évidemment la CEDH sur cette jurisprudence Vavrika qui est en plus toute récente et qui nous donnait, comme quoi c'était vraiment bien tombé cette jurisprudence, tous les critères qu'un État occidental démocratique doit respecter pour rendre une vaccination obligatoire sur une partie de sa population. Voilà. C'est ce qu'on peut dire donc de façon claire. Alors après, si vous me redonnerez la parole, je pourrais ouvrir un petit peu sur d'autres problématiques qui sont déjà actuelles en fait, qui ne sont pas futures. Mais je vais peut-être laisser Maud ou une autre question. Bien sûr, on va pouvoir passer sur cette... Donc on voit vraiment que l'Union européenne a des forts risques d'être condamnée, en tout cas si on regarde le droit en fonction vis-à-vis de sa politique sanitaire, de cette obligation vaccinale ou quasi-obligation vaccinale pour être très précis dans plusieurs pays. Et parallèlement, on voit donc ce pass sanitaire mondial qui est en train d'émerger, qui a été signé donc le 5 juin dernier entre l'OMS et l'Union européenne. Et Maud Marian, vous évoquiez déjà en fait l'idée que malgré le fait que ce soit des États démocratiques en tout cas qui aient recours à ces pratiques, il est impossible de fonder cette volonté sur la volonté populaire puisque jamais les peuples ne sont prononcés sur cette question. Donc déjà, on a un problème fondamental qui est que la souveraineté du peuple n'est pas respectée dans cet accord. Exactement, c'est le gros problème du système OMS, un peu comme on l'entend avec le système Union européenne, c'est-à-dire qu'une fois les gens désignés à leur poste de directeur général, etc., ben en fait ils ont entre les mains le destin de plusieurs peuples, même quasiment des peuples de toute la terre, sans jamais avoir plus jamais aucun compte à rendre aux élus des pays concernés. Ça, c'est évidemment absolument anormal puisque la délégation qui s'est faite de manière définitive, en fait. Le Parlement, en adoptant le traité de l'OMS en 1948, eh bien, c'est terminé. Il a donné tous ses pouvoirs et plus jamais, parce qu'il faut savoir, c'est ça qui est grave, c'est que tout ce qui va concerner le règlement sanitaire international et le certificat digital, c'est des choses qui vont être décidées au niveau de l'OMS, qui ne seront pas dans des traités, donc qui reviendront pas au vote de l'Assemblée nationale, du Parlement en France. Et par contre, apparemment, le traité pandémie, ça va dépendre de la forme qu'il prend, mais effectivement, là, il sera signé par le président de la République et ensuite présenté aux parlementaires pour être voté, pour être approuvé ou pas. Mais bon. D'abord, ça sera pas suffisant parce que le reste du dispositif est déjà très embêtant. Mais en plus, on a vu là ces derniers temps, notamment lorsqu'il s'est agi d'avoir au moins une appréciation critique a posteriori des politiques sanitaires, notamment de l'Europe, on a vu que le Sénat a pris à bras le corps, a tout voté, tout va bien. Le Parlement, c'est pareil avec cette minorité on a bien vu que les arrangements font que ça passe. Et en fait, j'observais, là, je faisais un petit point ce week-end, que dans beaucoup de pays, il va y avoir des référendums ou des grandes pétitions nationales avec des campagnes d'information. Quand vous voyez en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, les gens veulent être concernés, veulent être impliqués et veulent être aussi interrogés sur ces dispositifs. Parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est très grave, c'est que jusqu'à présent, on nous parlait d'urgence sanitaire. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est déjà flou, mais à partir du traité pandémie, ça ne sera même pas une urgence sanitaire, ça sera une urgence potentielle.
C'est-à-dire que Tedros, le grand patron de l'OMS, mais lui ou un autre, ça sera la même chose, c'est tout seul dans son bureau, sans consulter personne, qui peut décider que mondialement, il y a un risque potentiel pour la santé humaine. Voilà, il va dire, je sais pas, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut s'enfermer, il faut plus sortir, et il aura tous les droits et personne ne pourra rien faire. Et au niveau local, c'est-à-dire en régional, on a des sous-régions à l'OMS, ça va être la même chose. Donc, vous imaginez, en plus, par exemple, le sous-directeur de la région Europe, moi, je le connais même pas. Je sais même pas son nom. Ce type est, je sais pas quoi, un énarque, un quoi, je sais pas. Et ce type va décider si on est enfermé. Enfin, des choses comme ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de recours. Parce que on l'a vu déjà en France, quand on a fait des recours pendant la crise sanitaire, c'est pas vraiment efficace. Et on a quand même du mal à faire bouger les juges. Ça va mettre une dizaine d'années avant que toute la crise soit examinée par tous les différents juges qui peuvent le faire, jusque tout en haut. Mais là, avec l'OMS, on fait quoi? On va où? Oui, il n'y a aucun recours possible. On a une vraie oui. dilution du système de pouvoir. Mais complètement. Margotti, je crois que vous voulez réagir sur ces propos de Maud Marion. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Maud Marion, et puis vous-même avant, vous avez évoqué en fait la démocratie, en tout cas son principe. Il faut savoir que quand on est juriste, peu importe votre formation, vous recevez aussi une formation en sciences politiques, donc pure. Vous avez la science juridique, et puis très liée à elle, sur des ramifications, vous avez la science politique. Alors qu'est-ce qui se passe quand on observe avec calme tout ce qui est en train justement de se dérouler sous nos yeux? Vous avez plusieurs choses. Alors je vais vous faire une petite énumération, parce que moi en fait je suis ici pour parler, pour essayer d'avertir et d'éveiller les gens en fonction de notre propre domaine de spécialité, parce que les gens sont des profanes, c'est normal, sauf quand ils ont fait bien sûr comme nous des études de droit, qu'ils ont été diplômés d'État et qui ont des titres comme Maud Marion qui est avocate au barreau de Paris. À l'heure actuelle, nous avons déjà en fait des programmations d'actes juridiques qui seront prêts pour signature bientôt. Et après, je vais vous faire un parallèle avec ce qui se passe aussi en sciences politiques quand vous ouvrez un dictionnaire et que sans être forcément diplômé en droit ou en sciences politiques, vous pouvez tout de suite comprendre ce qui se passe. Vous avez donc le fameux pass sanitaire que Maud évoquait, qui devait se terminer pour l'Union européenne le 30 juin 2023. Voilà. Alors bien sûr, au tout début de cette histoire, même en France, on disait mais non, mais vous inquiétez pas, ça sera uniquement temporaire, ça sera quelque chose qui sera limité dans le temps, etc. Et puis finalement, on voit que c'est tout l'inverse. Puisqu'on voit que c'est même quelque chose qui va être aggravé, entre guillemets, parce que bien sûr, mis à part le document ou les communications un peu marketing en disant voilà, c'est pour votre bien, et puis c'est pour faciliter les déplacements, etc. Bah oui, mais le problème, c'est qu'avant, on pouvait très bien faire des déplacements où on voulait, on n'avait pas besoin d'un papier particulier. Donc vous avez donc ce pass sanitaire, ou plutôt vaccinal, en fonction de comment est-ce qu'ils identifieront au final cette formalité. Il y aura un volet accentué sur les vaccins, ça s'est déclaré par l'OMS. Voilà, c'est ça. Donc vous aurez ce premier pass au niveau mondial avec l'OMS. Vous avez aussi les problèmes d'identité numérique, qui sera de plus en plus une identité basée sur tout ce qui sera à vitesse de connexion rapide, eu égard à votre identité, avec laquelle on pourra coupler ou analyser toute demande que vous pourriez faire administrative ou autre. Vous aurez le compte carbone. Pour le moment, ce n'est pas un pass carbone. Ils en parlent un petit peu. On a quelques médias qui préparent peut-être un petit peu l'opinion publique sur le fait de voilà, ça sera un bel outil pour savoir combien d'émissions de gaz à effet de serre on émet, et ça pourra servir de référence pour éventuellement contrôler ou abaisser ce qu'on doit émettre comme gaz à effet de serre dans l'année ou sur 10 ans, etc. Avec éventuellement un système de sanctions qui pourrait très bien être couplé à ça, parce que si on dépasse et qu'on n'a aucune sanction quelque part, ils se diront mais à quoi ça sert? Donc vous avez aussi les cités qu'on appelle 15 minutes, où ce sont des villes en fait où dans un rayon de 15 minutes de votre domicile, vous auriez droit ou possibilité de vous déplacer avec tout ce que vous pourriez avoir à proximité de chez vous, et que si jamais vous dépassez, il se passe quoi? Si vous dépassez votre périmètre de 15 minutes de votre domicile. Vous voyez, donc c'est des questions là qu'on émet, c'est des choses qu'on se pose. Mais vu les dérives qu'on a eues avec le Covid pendant 3 ans, et où on voit malheureusement que les juges ne suivent pas forcément ce qu'ils devraient faire en appliquant scrupuleusement et de façon impartiale le droit, on est très bien en droit de se dire que pour toutes ces autres choses-là, il pourrait également y avoir des dérives. Et s'il y a des dérives et que les juges ne font pas leur boulot, à savoir de contrôler les dérives éventuelles d'un exécutif ou d'un législatif, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la petite énumération que j'ai commencé à faire, elle n'est pas finie. Parce que quand vous allez après avec la surveillance par l'intelligence artificielle, et je vous rappelle que pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, ça a déjà été approuvé par le Parlement. Ils ont voté. Donc ça veut dire que ça aussi c'est pareil, ça commence toujours un petit peu. On dit toujours que c'est un petit peu facultatif, ou qu'on fait des essais, et puis après ça reste ancré. Ça reste dans la société, ça se développe partout. Tout comme finalement ce qu'on a vu avec le pass sanitaire, qui maintenant va devenir mondial, alors que ça devait être temporaire, rappelez-vous. Donc ensuite, vous avez la monnaie numérique, l'euro numérique notamment, où là, dans les médias, on commence à avoir des exemples du style, vous ne pourrez pas dépenser plus de 50 € par jour et avoir 3 000 € d'épargne. Même l'épargne sera maximale,
que vous serez en droit d'avoir. Sûr. Vous voyez, donc c'est ça. Après, vous avez toute la philosophie et l'idéologie du transhumanisme et de l'eugénisme, grandement propagée par le World Economic Forum, dont son président, Klaus Schwab, est un ex-membre en plus du fameux club de Bilderberg, dont TF1 a fait une émission dessus en 1977. Et donc, c'est quelque chose, encore une fois, on peut dire avec le sourire, qui n'est pas complotiste, puisque même si les médias de masse prouvent que leur existence est bien avérée, avec des hauts chefs occidentaux qui font partie de ces réunions, et on n'a pas du tout vu sur l'ordre du jour, on est quand même en droit de se dire, mais de quoi ressort ces réunions? Qu'est-ce qu'il en ressort, en fait? Vous avez ici la censure des libertés d'opinion et d'expression, que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a appelé de ses voeux pour pouvoir effectivement, comme elle le dit, dans des beaux exercices de communication, protéger l'état de droit et la démocratie, alors que c'est clairement une inversion des valeurs, parce que quand vous limitez justement les libertés d'opinion et d'expression, normalement ce qu'on devrait faire, c'est que lorsque vous dépassez les bornes et que vous vous rendez coupable de délits pénaux, là vous êtes interpellé, arrêté, et puis on enquête. Mais si on vous supprime d'ores et déjà la possibilité même d'exprimer votre opinion et vos expressions, bah là en fait on tombe dans un régime qui est complètement différent de la démocratie. Et en fait moi ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est que si vous regardez ça au niveau sciences politiques, que vous prenez tout ce que je viens de vous dire, et parce que tout ça, ça a commencé à peu près là à être mis en forme par des actes juridiques qui sont prêts pour signature dès 2024, ou par la loi quasiment déjà votée et acceptée, comme pour l'intelligence artificielle, pour la surveillance, pour les Jeux Olympiques de Paris. Bah en fait, on arrive dans ce genre de société où si vous avez les mêmes dérives qui se sont passées avec le Covid et que vous n'arrivez pas à contrôler en fait ces dérives, vous serez mathématiquement, et en regardant les définitions dans des dictionnaires de sciences politiques, vous serez face à quelque chose. Quand ça en a le goût, quand ça en a l'odeur, l'apparence et l'expression, vous serez dans un régime qu'on appelle fasciste. Juste en regardant les qualifications de Là définition. encore, vous êtes responsable entièrement de vos propos et vous acceptez de les assumer, donc c'est tout à votre honneur. Maud Marian, sur cette question, en tout cas, sans forcément qualifier ce régime de fasciste, on arrive dans des conditions d'exercice de la démocratie qui deviennent de plus en plus compliquées, pour parler poliment. Ah oui, mais complètement. Et c'est vrai que, comme le dit Marc, en fait, si vous prenez, c'est toujours intéressant d'élargir un petit peu les choses et de se rendre compte que là, fin août, il y a le Digital Service Act européen qui rentre en vigueur. Dans la foulée, et puis le Digital Market Act aussi. Alors tout est en anglais, hein, maintenant on n'a plus je sais pas pourquoi, voilà. Donc on va réglementer les services, les plateformes, les plus grandes plateformes, on va les réglementer au niveau de la manière dont on va pouvoir nous les utiliser. D'ailleurs, on nous a parlé de ça pendant les émeutes, couper les réseaux sociaux, etc. Vous allez avoir une réglementation aussi du marché digital. Et puis il y a l'European Media Freedom Act qui va pas tarder à sortir aussi, et qui a pour objectif de réglementer le journalisme dans l'Union européenne. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, que vous voyez que même dans le traité pandémie, il y a un chapitre sur la désinformation, quand vous mettez bout à bout et que vous voyez que, par exemple, on a connu les situations d'urgence et les lois d'exception avec le terrorisme qui ne sont jamais parties, et celles du Covid ne sont pas parties non plus, vous vous dites, bon, en fait, on rogne la démocratie, on rogne les libertés. Et c'est vrai qu'on a un problème avec la justice, c'est que comme elle considère que la situation était grave et exceptionnelle, et que de ce fait-là, même s'il y a une violation, elle reste proportionnée, en fait, on s'en sort jamais. Et c'est quelque chose qui inquiète évidemment les juristes que nous sommes, parce qu'après nous, on voit très bien dans la vraie vie ce que ça peut donner. Donc quand vous cumulez tout ça, des choses qui sont déjà dans les tuyaux, hein, nous on vous parle pas de choses qui sont imaginaires, c'est tout ça est déjà dans les tuyaux, c'est annoncé, c'est sur les sites. Et en même temps, malheureusement, à part votre radio et quelques-unes autres et quelques médias alternatifs, on a très peu d'informations sur ça. Donc, on a une population qui n'est pas au courant en fait de ce qui se passe et qui va subir les choses les unes derrière les autres sans se rendre compte que, qu'en fait, à un moment, on pourra plus faire. Il y a 1000 choses qu'on ne pourra plus faire à cause de tout ce qui se passe. Gauthier, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Oui, je voudrais rajouter 2-3 petites observations. La première observation, c'est qu'au niveau démocratique, nous avons déjà une preuve factuelle qui s'est passée, que la parole du peuple a été directement non respectée, ou violée, si on veut utiliser un terme un peu plus fort. Le 29 mai 2005, on a eu un référendum en France. C'était pour notre adhésion au traité de Lisbonne, au niveau de l'Union européenne. Le peuple s'est prononcé, il a dit non. 3 jours après, le 1er juin 2005, le peuple néerlandais a dit non. Comme nous, ils n'en voulaient pas. Est-ce que vous croyez que ça a empêché nos représentants, nos mandataires politiques, que ce soit l'exécutif ou le législatif, de nous imposer après, en 2007, le traité de Lisbonne? Bien sûr que non.
Ils l'ont fait. Donc ça, c'est un premier exemple factuel que la démocratie, vous savez, c'est un petit peu à géométrie variable, en étant gentil. Et vous avez un deuxième exemple, au sein de l'Union européenne plus particulièrement, où là, vous avez les GOPÉ, qui sont des grandes orientations de politique économique qui dictent année après année ce que doit faire la France et tous les autres pays de l'Union européenne. Et si vous ne respectez pas les GOPÉ, vous devez payer un système d'amende particulièrement important en pourcentage de votre PIB. Donc lorsqu'on imagine que le peuple est souverain et qu'on élise, que ce soit Macron, que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon, peu importe, ils seront tous obligés de respecter les GOPÉ parce qu'aucun ne devra payer les amendes que l'Union européenne exige en cas de violation de ces grandes orientations de politique économique. Grandes orientations de politique économique qui d'ailleurs ne font pas que de la politique, ils parlent même de l'Ukraine. Donc c'est même quelque chose qui est un petit peu en géopolitique pure. Donc quand vous avez compris ça, que vous avez des exemples factuels que la démocratie a été violée, vous pouvez vraiment vous dire attention. Attention, ne leur donnons peut-être pas plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà, parce que vu comment on voit que les juges ne sont pas vraiment au rendez-vous pour faire respecter l'état de droit et la parole du peuple souverain, on a largement de quoi avoir peur. Et je terminerai vraiment là-dessus avec une phrase que tous les magistrats de France connaissent, c'est celle-ci. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. C'est la prestation de serment de tout magistrat en France. Absolument, c'est très bien de finir là-dessus. Et effectivement, on a en long, en large et en travers évoqué ces problèmes de contradiction de souveraineté entre la souveraineté européenne et la souveraineté populaire. D'ailleurs, c'est française, nationale en tout cas. C'est intéressant de voir que Emmanuel Macron parle beaucoup plus de souveraineté européenne que de souveraineté nationale. Merci beaucoup en tout cas à nos deux juristes d'avoir alerté sur ce sujet du pass sanitaire mondial, des dérives potentielles qu'il peut entraîner. Donc je rappelle, Marc Gauthier, que vous êtes donc titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit, donc vous ne parlez pas de n'importe où, et que vous avez donc exercé 12 ans en tant que cabinet d'avocat généraliste, membre du collectif Les 300. Et puis Maître Maud Marian, vous êtes également avocate en droit des affaires internationales, en droit pénal des affaires. Vous avez bénévolement, c'est tout à votre honneur, défendu des soignants non vaccinés pendant la crise. Et puis donc vous êtes aussi membre de ce collectif Les 300 qui alerte donc sur les dérives de ce pass sanitaire mondial de l'OMS. Merci à vous deux.